Dans la suite de notre leçon sur Aristote, notamment la question de l'être et du devenir chez Aristote, il nous restait à vous proposer un texte d'évaluation des différents points qu'on a eu à évoquer avec Aristote concernant l'être et le devenir. Il s'agit de deux points essentiellement. Qu'est-ce qui représente l'être chez Aristote, et ensuite qu'est-ce qui représente le devenir et comment fonctionne justement le devenir. Ici nous avons un texte que nous allons lire. Ensuite nous tenterons d'y dégager la conception de l'être et du devenir chez Aristote, en essayant de répondre aux questions qui accompagnent le texte. Le texte est le suivant. Le temps produit nécessairement aussi une certaine passion. Ainsi, nous avons l'habitude de dire que le temps consume, que tout vieillit sous l'action du temps, que tout s'efface sous l'action du temps, mais non qu'on s'instruit ou qu'on devient jeune et beau, car le temps est en soi plutôt cause de destruction, puisqu'il est nombre de mouvements et que le mouvement défait ce qui est. Par suite, on voit que les êtres éternels ne sont pas dans le temps, car le temps ne les enveloppe pas et ne mesure point leur existence. La preuve en est que le temps n'a sur eux aucun effet, parce qu'ils ne sont pas dans le temps. Aristote, Physique. Donc, pour corriger, tout d'abord, la première question qui est l'auteur de ce texte. Dorénavant, on prendra soin de regarder en bas des textes. On indiquera toujours en bas à droite, il y a le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage duquel le texte est tiré. Donc, on dira que ce texte est d'Aristote. L'auteur de ce texte est Aristote. Il est tiré de son livre intitulé Physique. La deuxième question, on demande de donner l'idée générale du texte. À savoir que, en gros, l'idée générale c'est quoi? C'est ce dont un texte parle globalement. Dans ce texte, l'auteur nous parle du temps et de son impact. Le temps et son impact sur les êtres. On aurait pu dire aussi que ce texte parle de la distinction entre les êtres selon l'impact du temps. En ce moment, le temps est vu comme le baromètre permettant de faire la distinction entre les êtres. En troisième position, on demande quel est le problème posé par le texte. Le problème, d'abord, il faut comprendre que quand il y a un texte, l'identification du problème consiste à ce petit exercice, genre en mathématiques, quand on donne, par exemple, que quelque chose fait 9, et on dit qu'est-ce qui se situe à ce niveau, il suffit simplement de dire que peut-être ici il y a 3 fois 3, ça fera 9, ou qu'il y a 4 plus 5, ça fera toujours 9. Donc le problème c'est ce dont le texte constitue la solution.
un texte est comme une solution, parce que c'est l'apport, c'est la réflexion d'un auteur par rapport à un problème. Donc, devant ce problème, il faut regarder derrière, disons, devant cette solution, il faut regarder derrière, donc derrière le texte, pour voir quel est le problème auquel le texte ou l'auteur tente d'apporter une solution. Alors, donc, ici, dans ce texte, le texte que nous avons, le problème qu'on peut poser, c'est en rapport effectivement avec l'idée générale. Autrement dit, c'est l'idée générale qu'il faut formuler en problème. On va dire donc, ici, le problème posé par le texte, ou par ce texte, est le suivant. En quoi l'impact du temps fait-il la distinction entre les êtres? Ensuite, on passe à la quatrième question qui dit, alors quels sont les êtres sur lesquels le temps a des effets et pourquoi? Quand on regarde le texte, l'auteur dans un premier temps indique clairement que le temps produit, et apparemment, selon l'homme ordinaire, selon monsieur et madame tout le monde, ce que nous constituons, nous remarquons dans l'habitude, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est que le temps est considéré comme ce qui avale, ce qui consomme, ce qui détruit les choses. Sous l'effet du temps, on voit que les choses se dégradent, se détruisent. Et à la question, quels sont les êtres concernés? Pour Aristote, c'est évidemment les objets. C'est les objets qui sont soumis à cela, à savoir les êtres inanimés et les êtres qui ne se sont pas produits par eux-mêmes. Les êtres qui ne se produisent pas par eux-mêmes, mais qui sont produits par d'autres. Exemple, le sac, le table-banc, etc. Donc, ces objets sont sous l'effet du temps. Ils subissent l'effet du temps. Donc, on va dire les choses sont une catégorie ou représentent une catégorie d'êtres, on va dire inanimés, qui sont soumis à l'effet du temps. Ils changent, ils se transforment. Alors donc, cela nous fait rappeler la conception du devenir chez Aristote qui se produit par ce qu'on a appelé ici la puissance, le passage de l'effet et de l'action vers la puissance, c'est-à-dire l'état présent d'une chose, donc l'état qu'on appelle en acte, vers l'état qu'on a appelé en puissance. C'est ce qu'on appelle le devenir. Donc, en un mot, pour Aristote, à titre de rappel, on comprendra que tout ce qui a une composante matérielle, un corps, une substance matérielle, comme les objets, comme l'homme, comme le mouton, comme les êtres animés aussi bien que les êtres inanimés, leur dimension corporelle est soumise à l'effet du temps, donc est soumise à la transformation, au mouvement, au devenir. Ça passe de l'acte à la puissance. C'est cette transformation, c'est ce mouvement qui apparaît comme étant l'effet du temps qui apparemment semble détruire les choses, les compromettre, les détruire. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une destruction totale. Il s'agit d'une destruction partielle
pour laisser la possibilité à ce qu'on pourrait appeler en termes biologiques une nouvelle génération ou une régénérescence. La destruction n'est jamais totale. Il s'agit de repos au cours de mouvement. Il y a un état de transformation une fois atteint, on observe une pause, puis le processus se déclenche et la transformation poursuit. Donc le devenir se produit sur tous les êtres, pourvu que ceci ait une dimension matérielle, c'est-à-dire une substance matérielle. Et on avait eu à signaler qu'il y avait une substantialité formelle et que les deux réunis faisaient l'être. Donc cela veut dire que, toujours dans la suite des questions, donc la 5e question demande quels sont les êtres sur lesquels le temps n'a pas d'effet. Et il s'agirait bien évidemment des êtres formels ou la substance formelle. Je vais dire la dimension ou la substance formelle des choses il s'agit de leur idée ne subit pas le devenir. Une chose peut changer, peut connaître le mouvement, mais aucun changement, aucun impact du temps ne peut atteindre l'idée de la chose. Je reviens à l'exemple des objets. Une chaise faite en bois peut passer du bois au charbon ou de l'état des chaises à l'état de règle, où ce bois-là est toujours transformable. Le changement en ce moment s'effectue, l'impact du temps se déroule, non pas sur la chaise tout entière, mais la chaise sur sa dimension matérielle. Mais sa dimension formelle, c'est-à-dire l'idée de chaise, demeure intacte. Et c'est pourquoi le menuisier peut, à tout moment, réaliser une chaise, soit en recourant au bois, ou en recourant au fer, ou en recourant à l'aluminium, à la terre, etc. Peu importe les substances matérielles utilisées, la forme demeure toujours identique. Donc ça veut dire que le mouvement, l'impact du temps, qui apparemment peut être vu comme une destruction totale, n'est que la manifestation réelle du devenir sur le sujet, sur un objet donné, à partir de sa matérialité. Mais ça ne touche pas son caractère formel. Son caractère formel est épargné pour permettre à la chose de s'éterniser. Donc pour Aristote, la forme est éternelle, mais la matière, elle, n'est pas éternelle, puisque la matière est soumise à la transformation continuelle dans le temps. Voilà ce que l'on peut donner comme réponse aux différentes questions posées sur ce texte.